Jonathan Scrat, c'est droit, ça va? Elliot, tu as 18 ans et en une phrase, tu es. Étudiant en quoi? En quoi? Ok. Et tu parles quand? C'est moi, je l'introduis quand je parle de la COP22. Ça marche. Bonjour à tous, merci d'être venus nous rejoindre sur le plateau et de venir nous regarder également à travers le live streaming en direct du sommet Climate Change de Nantes, où la jeunesse francophone et également la jeunesse mondiale, nous allons y revenir dans un instant, sera ravie de vous présenter son projet pour l'eau et le climat. Car si nous savons bien que la mobilité jeunesse est source d'ivresse, pour déplacer des montagnes, il faut également avoir des structures derrière qui nous encadrent. Et c'est ici que je souhaite tout d'abord présenter les partenaires du projet que nous allons élaborer par la suite et que nous allons vous détailler, qui sont tout d'abord l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, à travers le ministère de la Jeunesse français, et également l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pardonnez-moi, ainsi que le Global Water Partnership et le SIE, Secrétariat international de l'eau, qui se sont tous finalement rassemblés ensemble pour permettre de donner à ces jeunes une voix dans le cadre du contexte des débats publics sur l'eau et le climat. Alors le constat est assez clair, hein. Depuis la déclaration de Stockholm en 1972, qui était la première déclaration mondiale dans le cadre des Nations Unies sur l'environnement, il a tout de suite été reconnu et tout le monde était convaincu que, je cite, les ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la faune et la flore, doivent être sauvegardées dans l'intérêt des générations présentes et à venir. Et on est bien là également dans la coopération intergénérationnelle, car si l'on pense aux générations à venir, il est aussi tout à fait bien de penser à soi d'abord et aux générations présentes, car les impacts sont également pour maintenant. En parallèle, au niveau du constat sur l'urgence climatique, tout le monde est également d'accord. Il est clair, il est connu de tous. L'urgence n'est plus l'urgence et l'heure est à l'action et non plus à la réflexion. Donc 43 ans après la déclaration de Stockholm, des jeunes se sont engagés, grâce au soutien des organisations de la francophonie, sur la question de l'eau, du climat et de la sécurité alimentaire. Et ils vont vous présenter ce projet qui a été lancé à Paris à la COP 21 en présence des ministres français, mais on va vous le détailler également juste après, qui va vous être présenté par Antoine, d'ailleurs, de France, 22 ans, qui est diplômé en sciences de l'eau à AgroParisTech, par Anan du Québec, qui a 27 ans et qui est chargé de programme au Secrétariat international de l'eau, une organisation donc basée également à Montréal. Elliot nous donnera une petite orientation pratique sur le territoire, finalement, la mise en place des projets en Afrique, il nous en dira un mot tout à l'heure. Et Vilma, qui a 27 ans et qui est du Salvador et qui est coordinatrice de projet jeunesse et qui vous expliquera également en quoi, grâce à elle, finalement, le projet se développe en Amérique centrale. Et elle va justement vous montrer que si ce projet était à la base un projet de la jeunesse francophone, sa pertinence est tout à fait globale et mondiale. Donc tout d'abord, Antoine, je te donne la parole pour que tu puisses nous présenter le projet. Donc bonjour à tous, je m'appelle Antoine Fricard, 22 ans comme il vient de vous le décrire. Donc je suis fraîchement diplômé de AgroParisTech dans un master de sciences de l'eau et qui s'attache plus précisément à travailler sur les questions de gouvernance de la ressource en eau et donc notamment l'évaluation de ces politiques publiques. Donc moi ce projet, je me suis engagé dès le début de l'année 2015. C'était pour moi déjà une opportunité, j'allais dire professionnelle, de travailler donc sur une thématique qui va prendre une place très importante de manière générale dans la société dès maintenant et dans les années à venir. Et c'était également tout simplement une manière aussi de m'engager, de transcender un peu ma condition d'étudiant et de pouvoir me réaliser et réaliser des choses de manière plus concrète et donc de passer de la théorie à la pratique finalement. Donc ce projet qui a démarré au début de l'année 2015, initié par
Donc comme ça a déjà été dit, de nombreux organismes tels que l'OFQJ et le GWP notamment, a été jalonné donc, au cours de cette année par plusieurs événements importants, donc année de la COP21 fortement médiatisée, et qui était également l'année aussi du Forum mondial de l'eau en Corée du Sud, à Daegu et à Jeonbuk, excusez ma prononciation coréenne. Donc ce Forum mondial de l'eau qui avait eu lieu en avril notamment a été le point de départ, qui a été la rencontre donc, de nombreux jeunes de la francophonie, qui représentaient une dizaine de pays et une cinquantaine de jeunes. Et qui a permis déjà d'avoir une diversité de situations, donc à la fois à travers des personnes telles que moi, donc français, mais aussi des Canadiens et des Africains ou encore des personnes d'Haïti, donc plutôt d'Amérique centrale et de Caraïbes. Et donc, en se servant de ce réseau, de toutes ces personnes dans ces nombreux pays, des évaluations nationales ont été menées justement pour un peu faire l'état des lieux de ces situations dans chaque pays sur la thématique de l'eau croisée au changement climatique et les questions de sécurité alimentaire du point de vue de la jeunesse, de son implication et de son rôle à jouer justement dans ces nombreux défis. Donc ces évaluations ont duré plusieurs mois sous la forme d'enquêtes qualitatives et au-delà de ces évaluations, d'autres événements ont parcouru l'année, comme notamment l'année dernière, c'était le sommet climat et territoire, si je ne me trompe pas, à Lyon, qui était donc un peu les prémices de cet événement ici, Climate Change à Nantes, qui a été aussi l'occasion donc de déjà faire porter la voix et faire connaître ce projet, notamment devant le président de la République française, François Hollande. Par la suite, donc, comme j'ai dit, ces évaluations nationales, les résultats de ces évaluations ont été montrés et débattus lors d'une semaine en octobre au Québec, où il a été donc l'occasion de pouvoir partager ses expériences et une nouvelle fois se faire rencontrer les jeunes et commencer à ébaucher le fameux livre blanc qui était l'objectif de cette année, donc de réaliser un livre de constat, mais surtout le micro a l'air fermé. Mais surtout de recommandations. Et donc, c'est lors de la COP21 à Paris, fin novembre et début décembre, et lors également de la COI, donc la conférence des jeunes qui était juste avant la COP21, l'occasion d'écrire, d'élaborer ce fameux livre blanc, comme je l'ai dit, qui aujourd'hui existe sous 3 versions, en français, en anglais et en espagnol. Et donc ce livre blanc a été à cette occasion présenté à 2 ministres, notamment Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement en France, et également Annick Girardin, ministre de la Francophonie de l'époque. Donc ce livre blanc, si vous voulez, donc j'ai ici donc, des cartes où vous pourrez le trouver. Je en laisserai à disposition à la fin de cette séance pour que vous puissiez avoir accès à ce document. Et donc voilà, cette année 2015, finalement, qui avait pour finalité la construction de ce livre blanc, n'était en fait qu'un point de départ pour la construction et le développement du projet qui continue actuellement avec cet événement et qui continuera après avec la COP22 et dans les années à venir. Et donc à cet effet, je vais laisser la parole à ma camarade qui vous expliquera plutôt cette ouverture. Je reprends la main juste avant. Donc merci Antoine pour cette présentation. Donc un livre blanc dont le titre est Un pari pour l'eau. À l'intérieur, 4 chapitres, eau et santé, eau et agriculture, le partage de l'eau et l'eau face aux aléas climatiques, qui sont des thématiques globales qui concernent tout le monde et dans lesquelles les 52 jeunes francophones qui étaient présents à la COP21 pour rédiger ce livre blanc, issus de 17 pays de la francophonie, ont pu exprimer finalement leurs inquiétudes et ce qu'ils pensent être les priorités d'action maintenant pour demain. Par exemple, l'idée de chiffrer sur les produits alimentaires avait été une des recommandations des jeunes, la quantité d'eau utilisée pour la production de ces produits. C'est vrai qu'on ne pense pas tellement à notre impact en eau, le water footprint, et c'est une manière tout à fait ludique de permettre aux jeunes de réaliser finalement
combien de litres d'eau ont été nécessaires pour fabriquer tel aliment. Ou encore, du côté de la santé, je me souviens que la proposition d'un moratoire pour l'élimination des substances perturbant le système hormonal avait été demandée, l'élimination hors des processus de fabrication pour préserver la santé et également la qualité de la ressource en eau, car tout est lié. Merci Antoine. Alors, donc nous avons eu la présentation du projet. Maintenant, le mot d'ordre à Stockholm, à la Semaine mondiale de l'eau qui s'est tenue le mois dernier, était implementation, 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 donc la mise en œuvre. Et Hanan va nous dire un petit mot de mise en œuvre réalisée par les jeunes dans chacun de leur pays depuis la COP 21. Oui, donc tout à fait. Il y a plusieurs exemples d'actions concrètes en fait, parce que implementation requiert justement des actions concrètes. Donc quelques exemples en fait pour être quand même assez brève. Et si tu veux te présenter un petit peu juste avant. Bien sûr. Donc je m'appelle Hanan Selali, je travaille pour le secrétariat international de l'eau, je suis chargée de programme et d'ailleurs je coordonne des bourses jeunesse pour notre Parlement européen de la jeunesse pour l'eau. Donc c'est des bourses pour des projets de développement liés à l'eau et c'est des projets un peu transfrontaliers de coopération en Europe et donc le projet vient d'être lancé donc j'ai bien hâte de voir la suite des projets de développement. Comme quoi des initiatives, il y en a toujours un peu partout et il faut quand même pousser dans ce sens. Et puis donc pour revenir maintenant que la présentation est faite, plus concrètement les projets, certains projets qui ont été réalisés entre autres je crois au Togo ou des projets de plantation d'arbres le long des plages de Lomé pour en fait contrer l'érosion côtière qui fonctionne ce que je comprends assez bien. Le projet a été répliqué au Burkina Faso, suivi de campagnes aussi de sensibilisation pour les jeunes et à travers les médias pour aussi faire le lien avec emploi, jeunesse, pauvreté. Donc la pauvreté liée à l'eau aussi qui est un enjeu très important. Donc avoir des ateliers, sensibiliser les médias, un peu mettre en lumière ces enjeux qui sont très importants. Car la jeunesse et l'eau c'est une chose, mais il faut travailler sur non seulement le climat mais aussi l'avenir, l'employabilité de ces jeunes qui s'impliquent dans ces projets de développement. Donc et puis il y a eu plusieurs ateliers aussi en France comme notre cher animateur nous a mentionné sur l'impact par rapport à la santé, les hormones. Donc, les petits ateliers un peu do-it-yourself, je crois qu'il y en a eu une quarantaine en France qui visaient justement à expliquer comment on peut faire ses propres cosmétiques en fait, donc sans produits chimiques, sans produits qui se retrouvent éventuellement dans l'eau, qui créent des débalancements hormonaux, qui créent quand même une bonne toxicité de l'eau qui nous revient dans notre robinet, qui n'est pas toujours éliminée. Donc apprendre à faire ses propres cosmétiques entre autres, c'est une idée simple en fait, mais qui en réalité va très loin. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives comme celle-là et puis on espère aussi avoir de plus en plus d'initiatives dans le cadre de ce projet qui vont dans ce sens. Ce n'est pas nécessairement des projets excessivement élaborés. Ça peut être quelque chose de très simple qui justement va avoir un impact monumental. Donc voilà, ce sont quelques exemples d'initiatives dans le cadre de ce projet. Merci Hanan. Et de la mise en œuvre concrète dans la francophonie à l'ouverture complètement internationale du projet, sur laquelle Vilma va nous dire un petit mot dans quelques instants, pour nous dire pourquoi, au-delà finalement pour représenter l'ouverture internationale du projet, pourquoi elle s'est impliquée et son engagement concrètement dans les territoires. Et elle va également nous dire un petit mot d'une initiative du Global Water Partnership. So Vilma, can you introduce shortly yourself and tell us why you decided to get involved in this project to make it internationalized in the end, and how are you implementing this Paris for Water, on the ground and with the local communities? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Good morning. Bonjour. It's the only thing I know of French. Well, my name is Vilma. I'm from El Salvador in Central America. It's in a small country located next to Guatemala and Mexico, for the reference.
I know that maybe you think, why she's here? Well, in Central America, I work with young people and community projects, and my experience is like how young people can make difference with few resources, with taking action, with try to resolve a problem. So I collaborate with Global Water Partnership Central America, and we think about how to pass to theory from action, and later we received the white paper of the France and Quebec office, and we think how we can retomate this project, this paper, and convert and be a tool for implementation. So the last year at global level, you made this white paper with GWP Global, and this elaboration and the elaboration of this white paper, GWP plays a role like facilitating and to be a platform to young people to propose, to make a difference, to empower them, build capacity, and support them to be involved in different processes. So later of that, in Central America, we returned this white paper, and we organized a competition about take our recommendations of the white paper and propose actions for the young from young people to their communities. So actually, at the GWP Global has a contest about this white paper, and you can propose actions from young people to respond this white paper, regarding this white paper, and you can find all the information in GWP portal. And I think this is the path to be go from theory to action, but based in your work, I want to take the opportunity to congrats, because you are a good job. You made a good job, and this is paper, these actions, all the work you made last year and this year, and can be a tool for other countries, for other regions, to be the difference, to make the difference, to participate, to involve in all this problem, and be the solution. I think yesterday we talked about message that, and I think the young people can be the difference, and from little actions, from participate, be volunteer, involved in all the problems. And well, that's my experience with your work, and I congrats for all this effort, and thank you for the opportunity to be with you in this TV show. Muchísimas gracias, Vilma. It's true that every little helps and every drop counts. And je voudrais justement rebondir là-dessus, car je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le demander. On parle eau et climat, et c'est vrai que dès qu'on parle projet, on a l'impression que tout cela coule de source, finalement, que tout est organisé, institutionnalisé. Mais non, c'est bien qu'il y a une volonté, quelque part, d'un petit groupe de personnes de vouloir mobiliser des jeunes sur cette question et donner la parole aux jeunes. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi l'eau et le climat, dans votre cœur, finalement, sont une question importante. Pourquoi vous vous êtes mobilisés à la base? Pourquoi vous pensez que ces problématiques-là sont importantes et que vous vous êtes dit, c'est pour moi, ce projet, je dois participer, je veux en faire partie? Anan, peut-être? Certainement. Eh bien, écoutez, ce que je n'ai pas précisé, en fait, tout à l'heure dans ma présentation, c'est que j'ai étudié justement la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, par conséquent, il y a déjà un intérêt assez marqué pour l'eau et le climat. En fait, ce qui est
assez subtil en fait dans la relation entre l'eau et le climat, c'est que ce n'est pas nécessairement le lien le plus immédiat qu'on fait au climat, bon, changement climatique. Pourtant, d'ailleurs, ça a été mentionné dans quelques conférences pendant lors des jours précédents, que l'eau est quand même le premier secteur affecté par les changements climatiques. Alors, la subtilité de la chose étant que l'eau fait partie de plusieurs secteurs de manière assez, je vais encore me répéter, mais assez subtile, assez... c'est en arrière-fond, en fait, on ne réalise pas l'impact que l'eau a à travers divers secteurs. Et enlever l'eau, il ne reste plus grand-chose. Vous pouvez passer un mois sans manger, mais 3 jours sans boire. Ça veut dire, après 3 jours, on meurt. Donc, c'est triste à dire, c'est un peu drastique. Mais quand on y pense, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important. J'ai eu des expériences, justement, j'ai vécu le manque d'eau à un certain point dans ma vie, et je crois que ça en fait initié un peu ce besoin d'action et d'agir et de faire comprendre en fait à toute personne qui veut l'entendre en fait que l'eau et le climat sont intimement liés, et je crois que il faut trouver des moyens justement d'avoir des actions concrètes pour les lier encore plus dans les solutions. Donc voilà. Merci Anan. Et Antoine, je sais que donc tu as étudié en sciences de l'eau à AgroParisTech. Je ne veux pas une réponse technico, franco, quelque chose, mais pourquoi tu t'es dit c'est ma voie, c'est mon chemin, je dois faire ça? Oui, alors moi, déjà je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit, quoi. L'eau est par essence transversale, on la retrouve partout, à la fois dans notre consommation personnelle, mais aussi dans nos activités. Et donc à cet effet, c'est une question assez inévitable dans le développement de manière générale de nos sociétés. Et donc c'est vrai que moi je suis venu dans ces études, déjà dans mes études donc, sur la gestion de l'eau, parce que c'était un levier incroyable pour la question du développement territorial et le bien-être, j'allais dire en fait finalement de nos sociétés, des êtres humains. Et donc comme ça a été dit, le climat vient vite se rattacher à cette question de l'eau, puisqu'on a donc avec les modifications, les perturbations du climat, des raréfactions de la ressource. Et donc, il est primordial de travailler sur ces questions. Et c'est d'autant plus nécessaire pour nous que pour les générations futures. Et dans ce projet, moi, c'est vrai que dès que j'en ai eu vent, il m'est apparu déjà, comme je l'avais dit, à titre personnel, cette volonté de m'engager, et encore plus sur cette question qui devra, et qui, je l'espère, sera inévitable dans les politiques publiques de manière générale, autant chez nous, dans des pays comme la France, qu'également dans des pays qu'on qualifie du Sud, chez qui ces problématiques sont décuplées, chez qui donc il est encore plus primordial, plus vital, justement le mot est là, de travailler là-dessus. Et donc j'espère que cette question n'est pas assez, que ma réponse en tout cas n'est pas assez technique, et j'espère développer ici une manière simple de m'exprimer, et donc de montrer à quel point je suis engagé dans ce projet. Parfait, merci Antoine. And Vilma, I think you want to add something on the GWP competition that is currently going on. Of course. Yeah, I have to share something about contest of GWP at the competition. This competition is about actions engaged with the white paper written by Francophony and GWP. We have very selection criteria. This project have to lead young people, of course, and these projects have to oriented to results, and the projects have to be locally based, and these activities have to contribute to honest activities and contribute building skills and leaderships
of young people. You can have more information on web portal of GWP and the Facebook page. This proposal don't access 3 page. And the awards of this competition, the important part, it's 5 grants awards of 1,000 euros. And this euros for projects, bases, and white paper recommendations made it at the COP21. These awards can be used for new projects or partially funds projects that are already under implementations. We think this is a little opportunity, and this is a little project, but I think it's an opportunity to have an action and from young people, and no other actions that in this moment young groups are made. And I invite you, all of you, to enter to the web portal and informate about it. And I hope that you send your proposals to this competition. Thank you, Vilma. Donc, en une phrase, vous avez un concours mené par le GWP, donc le Partenariat mondial pour l'eau, pour des projets jeunesse sur eau et climat, et vous pouvez être financé jusqu'à 100 000 euros pour votre projet. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil sur le portal, le site, la page que Vilma vient de vous citer. Alors, le projet, on le voit, a été formé de manière globale par beaucoup de jeunes, de 17 pays de la francophonie. Il devient global. On a vu qu'il y avait des réalisations concrètes, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, au Québec, en France, au Maroc, à Madagascar, en Tunisie, au Cameroun, de tous les espaces, et maintenant au Salvador, en Amérique centrale. On voit qu'il y a une vraie dynamique. Alors ce livre a été, comme tu le disais Antoine, ce livre blanc a été présenté à Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, et remis en main propre à Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, et Annick Girardin, ministre en charge du développement et de la francophonie, la COP21. Maintenant, nous sommes plutôt proches de la COP22. Donc quelles sont vos perspectives pour continuer à porter ce projet, et qu'est-ce qui vient après? What's waiting for us? Monsieur Antoine. Donc je vais reprendre la parole sur cette question. Donc, à travers cette première année de projet, le constat a été assez simple. C'est que la jeunesse avait légitimité à œuvrer sur ces questions climatiques et avoir sa place dans le débat. D'autant plus, et je l'espère qu'on arrive à le prouver, elle en a les compétences. Il lui manque donc les moyens. Et c'est pour ça, notamment, que collectivement dans ce projet et même de manière générale dans la jeunesse, on a fait, en prenant un peu de recul, le constat qu'il fallait se doter d'outils, notamment d'espaces de coordination, de collaboration, tels que une plateforme numérique qui recenserait tous les projets que l'on mène. Donc cette plateforme est donc actuellement en cours d'élaboration et hébergée notamment par le GWP. Et donc un peu sous la forme finalement de la plateforme Nazca de l'ONU, il s'agit de pouvoir recenser les projets et toutes les initiatives qui sont menées en fait par des jeunes, et de pouvoir passer d'une logique en fait, je dirais, de projets qui sont en compétition à des projets qui se font en coopération. Donc de pouvoir mutualiser les moyens, les informations, et donc optimiser les résultats. Donc c'est une plateforme qui se veut proposer des solutions, mais également qui permet de pouvoir devenir la solution également nous-mêmes. Et donc voilà, à ce sens, les perspectives, un peu comme j'avais expliqué tout à l'heure, sont vraiment, et comme ça a été dit aussi de nombreuses fois, la mise en œuvre. Ce livre blanc qui avait été rendu à la COP21 n'était finalement que le point de départ de tout ce que nous sommes en train de mener, et le but est vraiment donc une mise en œuvre la plus locale et opérationnelle possible. J'admire beaucoup déjà ta science du maîtrise du micro, toute française à ton âge, mais c'est bien beau tout ça sur le papier, mais au final, est-ce que c'est faisable?
J'étais très tenté de le faire avec l'accent québécois, mais je me suis retenu cette phrase. Comment vous, en tant que jeune, vous allez porter ce projet, le développer, le continuer à le faire vivre et surtout le pérenniser? Parce que finalement, soit c'est du one shot, c'est la COP 21, c'est présenté, et après, bon, on a un papier, on a un cadre, mais il n'y a plus rien qui se produit derrière, parce que ça, finalement, les êtres humains sont très forts à dessiner des cadres et des nouvelles initiatives, mais après, là, quand on parle de réalisation derrière, le suivi, le monitoring est tout de suite un peu plus compliqué ou un peu plus lâche, et on a moins de retours, finalement, sur le changement pour les populations dans les territoires. Et Anan, je sens que tu vas éclairer ma lanterne sur ce sujet. Je vais essayer en tout cas. C'est tout à fait vrai en fait. La question de pérennisation d'un projet est toujours difficile et d'autant plus pour des projets de jeunesse parce que souvent les ressources sont justement plus limitées et puis il faut justement travailler sur les capacités, donner les capacités aux jeunes aussi de pousser leurs projets et par capacité, le terme, en fait, est très large. Ça inclut des questions de financement, ça inclut des questions aussi d'opportunité. L'opportunité est très importante, que ce soit en termes de l'opportunité via un concours comme celui du GWP ou que ce soit une opportunité via un professeur qui nous aide, qui nous donne cette petite tape dans le dos dont on aurait besoin pour aller vers le bon projet ou pour justement soutenir de manière plus, on va dire, professionnelle peut-être, les initiatives jeunesse, c'est très important. Donc, c'est sûr que la pérennisation d'un projet comme celui-là va passer aussi par, par les capacités les capacités en fait de financement, les capacités en termes d'opportunités, en termes de mentorat peut-être, en termes il y a beaucoup d'obstacles en fait aussi sur le chemin de ces beaux projets de développement et je crois qu'il faut aussi ouvrir un petit peu les portes, changer peut-être quelques mécanismes qui sont un peu plus traditionnels et un peu laisser la voie à l'innovation aussi en termes de financement, en termes d'opportunités pour les jeunes. Je crois qu'on est une ressource infinie d'idées et des fois, il faut juste prendre une chance justement et dire d'accord, je crois en ton projet et puis je vais te donner les moyens de réussir en fait. Donc voilà, c'est un peu aussi un échange intergénérationnel, je crois, qui se fait entre expertise et opportunités offertes par des gens qui ont justement des années d'expérience, qui sont les professionnels, et la jeunesse qui déborde d'envie et d'ambition et juste d'énergie en fait. Donc, une ressource infinie et des matières premières renouvelables, c'est ça en termes d'énergie pour la mise en œuvre de ce projet. Alors, le Global Water Partnership vous a obtenu une tribune le 8 novembre prochain à la COP 22. Ma question est simple, quel sera votre message, Antoine? Alors déjà, comme vient de le dire Anan, on parlait d'opportunité. C'est justement une opportunité assez incroyable d'avoir une place dans le débat, mais également aussi une place physique, justement, donc avec cette tribune et pouvoir s'exprimer. Et donc là, je vais essayer ici d'être moins verbeux, peut-être. Cette tribune, ça sera l'occasion de parler d'action, de parler de terrain, de faire vraiment le déroulé des projets qui sont déjà menés. Ça sera aussi l'occasion de donner les résultats du concours, justement, du GWP, et de mettre en lumière ce que j'avais expliqué précédemment sur la plateforme et de commencer donc à dévoiler tout ce processus voilà, de mutualisation de projets à travers cette plateforme numérique. Et je vais peut-être pas plus m'étendre. On a également avec nous ici Elliot qui fait partie de l'association, excusez-moi, Ovive, et qui est justement un de ces jeunes impliqués dans des projets, donc de ces actions concrètes que nous voulons mettre en avant lors de cette COP 22, excusez-moi, à Marrakech le 8 novembre. Et donc à travers cette tribune, voilà, justement, mettre en lumière des jeunes comme ça qui viennent nous expliquer ce qu'ils font concrètement sur le terrain, localement, à plusieurs. Et je vais pas plus être long et lui laisser le micro peut-être. Merci Antoine d'avoir levé le voile sur notre invité mystère sur ce plateau qui va pouvoir enfin se révéler à vous. Alors Elliot, j'aimerais que tu prennes le temps de te présenter parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as 18 ans
Et moi, à chaque fois, ça m'impressionne beaucoup de voir que des jeunes de l'âge de 16, 17, 18, parce que l'année dernière, tu avais bien évidemment 17 ans, au lycée, puis a priori, hein, si mes informations sont correctes, et comment au lycée, on peut déjà arriver à s'engager finalement et à vouloir savoir déjà que finalement on n'est pas dans un monde clos ou un espace fini à l'endroit où l'on habite. Tu nous diras de quelle ville tu viens. Je pense que tu es nantais d'ailleurs. Et de voir que finalement d'autres personnes n'ont pas forcément les mêmes conditions de vie, d'autres personnes n'ont pas forcément la même expérience dans la vie et probablement la même chance, je ne sais pas. Et de voir que déjà à cet âge-là, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Et moi, je trouve ça que c'est assez extraordinaire. J'aimerais bien que tu prennes le temps pour nous l'exposer et que tu nous parles de ton projet mis en place de solidarité, justement, entre le Nord et le Sud. Ok, merci Vivien. Du coup, oui, c'est ça, je suis lycéen, je suis sûrement le plus jeune de cette délégation. J'ai 18 ans cette année, à peine en fait, et j'avais 17 ans l'année dernière quand on a participé à la COP 21. Et du coup, ouais, j'avais ce désir de m'impliquer dans des projets comme ça, parce que en fait, disons que ces questions-là me plaisent depuis tout le temps, mais j'avais toujours l'impression que pour nous, les jeunes qui comprendront pas vraiment le vocabulaire scientifique, c'est pas hyper accessible, on comprend pas toujours ce qui se dit. Et du coup, voilà, donc cette envie d'en savoir plus et en même temps d'accessibilité en fait, quoi. On n'est pas forcément, on comprend pas forcément tout ce qui se dit tout le temps sur les grands sommets comme la COP 21, tout ça. Et du coup, oui, donc tu l'as dit, je participe à un projet de coopération décentralisée entre la ville de Couéron, qui est une ville de l'agglomération nantaise, et la ville de Zorgo au Burkina Faso. Et donc voilà, donc c'est un projet qu'on mène depuis un certain temps entre les deux villes. Moi, je l'ai rejoint il y a 2 ans. 2 ans. Et en fait, on travaille sur les questions de l'eau et l'assainissement dans la ville de Zorgo, au Burkina Faso, donc le lien avec le projet ici présent. On a eu la chance de se rendre à Zorgo l'année dernière, cet été je veux dire plutôt, pour rencontrer la jeunesse là-bas qui fait un travail assez énorme aussi. Voilà, donc on a eu l'occasion de les rencontrer une première fois en France l'été dernier et de commencer à travailler sur ces questions de l'eau et l'assainissement dans la ville de Zorgo, puisque vous vous en doutez que c'est une réalité qui est totalement différente avec celle qu'on peut connaître ici, hein. Donc avoir un robinet, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est une chance d'avoir un robinet chez soi. Et c'est donc ces choses-là qu'on a pu constater quand on s'y est rendu cet été. Et donc voilà, on a pu travailler sur ces questions-là. On a concrètement réalisé une enquête auprès des ménages dans la ville. Une enquête donc toujours sur les questions de l'eau et de la gestion des déchets en fait à travers l'assainissement. On a donc élaboré un questionnaire entre jeunes, donc la moyenne d'âge c'est 19 ans, quoi. On était entre 18 et 20 ans. Et donc on a rencontré une centaine de ménages, hein, donc c'est divisé en plusieurs groupes. En tout, je vous ai pas précisé, on est une quinzaine dans le projet. Et du coup voilà, on a posé des questions aux ménages concernant comment eux géraient leurs déchets, qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs ordures, quoi. Et donc on s'est rendu compte que la plupart des réponses c'était on les brûle dans la rue, on les jette, on s'en occupe pas, quoi. Et ça c'est quelque chose aussi, je pense qu'on se rend pas compte quand on est dans des pays du Nord. Avoir des services de traitement des déchets, on se rend pas compte à quel point c'est hyper utile. Dans des pays comme le Burkina Faso, quand on n'a pas ce genre de service, ça amène beaucoup de maladies. Des déchets qui stagnent dans la rue, avec les eaux qui stagnent aussi, du coup ça amène beaucoup de maladies, tout ça, et je pense qu'on se rend pas compte de cette chance-là. Et du coup voilà, donc on a réalisé cette enquête dont je vous ai parlé dans un premier temps, et puis en même temps on a travaillé sur l'engagement qui nous unifie en fait entre la jeunesse couéronaise et la jeunesse zorgolaise, donc la jeunesse de Zorgo. Et en fait voilà, donc cet engagement, on a pu réaliser un recueil. Donc on avait chacun pu détailler en fait nos motivations qui nous poussent dans le projet, et on a aussi pu se comparer à d'autres acteurs de la question de l'eau et de l'assainissement,
comme par exemple le directeur général de l'ONG Ovive, puisque j'ai oublié de vous préciser, je crois, mais c'est l'ONG Ovive qui nous a financé sur cette année. Et voilà, du coup, on a pu se comparer à eux, comparer nos engagements respectifs, c'était assez marrant. Et voilà, donc tout ça en une semaine. À la fin de cette semaine, on a pu avoir une journée de retransmission avec les autorités locales, donc le maire, le préfet, le chef coutumier, car c'est un rôle assez important là-bas. Et en fait, donc on a présenté nos résultats de notre enquête, montré voilà, quels sont les problèmes dans la ville, montrer surtout en fait que les jeunes de la ville sont mobilisés sur ces questions-là et que vraiment qu'il y a quelque chose à faire et que oui, les jeunes cherchent à progresser en fait sur ces questions-là et qu'ils étaient mobilisés. Parfait, merci beaucoup Elliot. J'aimerais profiter de ton intervention et pour vous demander, pour continuer sur le côté qu'est-ce qui vous tient à cœur, à vous et à toi aussi, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, pour savoir la recommandation du livre blanc d'un Paris pour l'eau, celle qui vraiment vous aimeriez voir réalisée au plus vite, sans attendre des dizaines ou des vingtaines d'années, s'il y avait une action que vraiment sur laquelle vous pensez qu'il faudrait y aller à fond le plus vite possible, car c'est vraiment un enjeu qui vous paraît crucial, laquelle ce serait? Antoine, peut-être d'abord? Alors, pour moi, à mon sens, donc, ça sera une réponse peut-être un peu centrée sur ma situation, donc étant plutôt français. Ça serait de donner plus de moyens donc, à l'éducation, notamment donc, à travers la sensibilisation de milieux scolaires, pour pouvoir développer justement et que les projets que nous menons actuellement puissent continuer à émerger dans les années à venir et qu'il y ait une sensibilisation la plus tôt possible en tant que citoyen de manière générale et aussi en tant qu'acteur impliqué par la suite, puisque les jeunes d'aujourd'hui, fatalement, seront les décideurs de demain. Et donc, la question de l'investissement dans l'éducation est très importante. Et même si ça paraît banal à dire, on ne le retrouve pas forcément partout. C'est une question qui, des fois, est oubliée. L'éducation en tant que secteur, j'allais dire, n'est pas forcément identifiée. Comme tout à l'heure, je vous avais parlé de la plateforme Nazca. Les questions de l'éducation sont peu présentes et sont peu identifiées sur cette plateforme. Et donc, à mon sens, il s'agirait donc de pouvoir vraiment y mettre les moyens si on veut atteindre les objectifs qu'on se fixe sur ces questions. Donc éduquer aujourd'hui pour permettre le changement demain, en une phrase. Anan, quel serait ton engagement à cet effet? En fait, c'est une question difficile parce que je crois que quand même tous les points sont assez cruciaux. J'aurais en effet aussi pensé éducation, mais aussi pour rebondir sur quelque chose de peut-être aussi très essentiel, la santé. Eau santé, c'est un mélange, vital. Et puis, je crois que c'est aussi intimement lié à l'éducation, mais pour pas sortir des vieux dictons, mais on dit toujours que quand la santé va, tout va. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même un bon début. Et puis je crois que miser sur des activités et des projets aussi qui traitent de santé et d'eau et aussi liés justement au changement climatique sont très importants en fait. Donner les moyens de garder une population en santé via des projets d'eau, de sanitation et tout, d'hygiène, c'est quand même la base. Et je crois que justement, ça passe aussi par l'éducation. Je crois qu'il ne faut pas catégoriser les objectifs, mais plutôt voir la transversalité qu'il y a entre les objectifs. Je crois qu'une meilleure cohésion, une meilleure synergie, justement, permet d'atteindre le plus d'objectifs possible et d'atteindre, en fait, de cocher toutes les cases de notre merveilleux document. Des dictons vintage, donc vous faites plus jeune que vous en avez l'air, mademoiselle. Elliot, je sais que tu as pu rencontrer des jeunes, notamment du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau au Burkina Faso, que tu as pu échanger avec eux. Et de ton expérience, qu'est-ce que tu en retires finalement pour toi, ce qui te paraît le plus important, aussi bien dans la coopération Nord-Sud que, de toute cette expérience, qu'est-ce que tu en retires pour toi et quelle est la priorité que toi, tu fixes? Je pense que, au-delà excusez-moi, au-delà des différents domaines, en fait,
Bah oui, l'eau, il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a pas mal de choses importantes qui sont sûrement des priorités en soi, mais je pense qu'au-delà de ça, il faut faire des actions en concertation, en fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on travaille là-bas avec les populations locales. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça pour eux. En même temps, nous, on apprend des choses. Et en fait, c'est transversal, ça va dans les deux sens, quoi. Je pense que c'est ça qui est important, en fait. On peut travailler sur l'assainissement, on peut travailler sur l'agriculture, sur n'importe quelle question, mais il faut toujours qu'il y ait un échange de connaissances quelque part, en fait. Et qu'on apporte quelque chose, mais on en rapporte aussi. Et c'est ça qui est important, je pense. Merci. Vilma, what do you think, for you, like, what is the most important priority, and if you could make a change, like, not like Michael Jackson, but like if you could make something happening like now without having to wait for 10 or 20 years, what would be like the crucial priority for you and the priority you would like to see implemented as soon as possible? Well, for young people, the priority is participate and bold. And I think all the problems are important to resolve. And it's difficult elect one. But for me, the most important thing is the people react, the people participate, the people get involved in these solutions. For each community, the problem is different. For each country, the problem it's different and important. For my country, for example, the most important problem to have to resolve is the water management. We have just one important river that we share with Guatemala and Honduras, and the government need to have to actions in the management of this river, and each country have a specific case that it needs to resolve. And so I think for people and for us as young, the most important thing is bold, participate, be volunteer, integrate in an organization, participate in a space of decisions. Don't be afraid of that. This is our right, and we are citizens of the world, of our countries, and we have to participate. And we have to inform about it. We have to propose solutions of the problems of our community, our country, and our region. And that's the steps that we have to take to be the world different. So if we expect the solutions come of other people, we don't have it. We have to change first for ourselves, and later and we can solve the problems of the world. Merci Vilma. Éducation, participation, santé, le point commun que je vois entre tous ces éléments, ce sont les droits de l'homme, et je pense que c'est assez éclairant finalement de voir que vos priorités correspondent à des droits fondamentaux de chaque être humain et qui mériteraient la plus grande attention et la plus grande réalisation dans les meilleurs délais. Mais j'aimerais saisir cette opportunité pour ouvrir les échanges avec la salle, pour savoir ce que vous, finalement, vous aimeriez demander à nos jeunes du projet Un pari pour l'eau, la jeunesse s'engage pour l'eau et le climat. Et si, quelle serait votre priorité, ou si vous avez d'autres questions, des remarques, des commentaires, nos participants répondront avec grand plaisir à vos questions. Pas tous à la fois, hein, bien sûr. Merci pour votre présentation. Merci aussi pour votre engagement. C'est inspirant de voir du monde autant engagé dans des projets comme ça et dans des démarches qui peuvent mener des actions concrètes sur le terrain. Juste une réflexion comme ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est présent dans ce genre d'événements, donc des sommets, à la COP21, à la COP22, et on participe à quelques négociations, mais au final, la question, c'est qui c'est qui a le crayon, puis qui c'est qui
qui écrit les déclarations, qui prend les décisions sur le terrain. Est-ce que vous considérez que les jeunes sont assez représentés aujourd'hui dans les institutions qui nous gouvernent pour que on puisse réellement prendre la place et générer les changements qui devraient s'imposer au regard des défis qui nous contemplent aujourd'hui? Merci. Une autre question peut-être avant de... C'est un commentaire question pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on donne des sièges, des tribunes aux jeunes. Et la question c'est what's next? Et j'ai envie de dire quel est votre positionnement sur le niveau d'exigence que vous pouvez vous permettre d'avoir. Vilma a dit il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas être instrumentalisé et pas devenir un petit vernis politique qu'on met sur les grandes conférences. Et il faut vraiment relever votre niveau d'exigence sur la tribune et puis ensuite surtout sur les moyens pour faire. Donc c'était pour avoir un peu qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez ça dans vos différents pays. C'est vrai que pour rebondir sur ce commentaire, tu nous parlais, Anan, du financement tout à l'heure et c'était devenu un mot un peu clé dans ta présentation. Une chose qu'on peut reconnaître aux jeunes, c'est qu'ils sont toujours capables de faire preuve d'innovation et de création avec peu de moyens. Et c'est vrai que les moyens de communication 2.0 sont à cet effet parfaits et leur fournit un espace d'expression pour pouvoir toucher le maximum de personnes possible. Mais si on a des financements, on peut aller plus loin, on peut faire plus avec plus. C'est aussi simple que ça. Et comme le disait notre ami qui a posé la première question, on peut essayer de s'impliquer davantage dans des instances décisionnelles ou représenter la voix de la jeunesse en n'ayant pas peur de s'engager, de faire bouger les choses et de vraiment porter sa voix. Qu'est-ce qui veut répondre peut-être Anan par rapport à tes projets jeunesse? Je vais me lancer. En fait, c'est une très belle remarque justement... je ne sais pas si on le réalise assez, mais dans les grands sommets, les grandes conférences, et pas seulement sur les questions d'environnement, mais sur beaucoup d'autres sujets, ce sont souvent les mêmes personnes qui y vont et qui négocient. C'est quand même marrant parce qu'à un moment, des fois, sur certains enjeux, on bloque. On a un constat général planétaire où les négociations sont un peu bloquées, ça avance pas, on a des belles initiatives, mais pourquoi ça ne débouche pas? Et c'est vrai que pour inclure la jeunesse là-dedans, c'est peut-être aussi une remarque que si ce sont toujours les mêmes personnes qui sont à la première ligne des négociations, qui sont à la table des négociations, il faudrait peut-être y avoir un petit vent de changement et justement avoir concrètement, pas juste comme notre autre commentateur a laissé entendre, que la jeunesse ne soit pas ce petit vernis politique qui paraît bien, on a inclus la jeunesse à telle conférence, mais que les jeunes soient plus près des tables de négociation, qu'il y ait vraiment un changement d'idée et qu'il y ait aussi une vraie implication de la jeunesse au niveau décisionnel et aussi qu'on donne, comme on parlait au niveau des financements de projets, que je crois qu'on doit faire un petit peu plus confiance à la jeunesse qui ont de belles idées, de belles innovations à proposer. Et malheureusement, le système économique ne suit pas non plus l'innovation du développement. Et donc, il y a comme une espèce de cassure où les projets sont extraordinaires, mais les modes de financement sont peut-être encore 10 ans en arrière. Donc, on ne finance pas nécessairement les bons projets, on ne finance pas nécessairement l'innovation qui pourrait justement être la source de la solution et le changement nécessaire et dont on aurait besoin. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je crois que s'il y a matière à amélioration, ce serait certainement sur cet aspect. Merci Anan. D'autres questions, d'autres commentaires, d'autres remarques? Oui. Bonjour, pour rebondir sur ce que Anan disait justement de façon plus large, quel est le lien que vous faites sur cet accès, cette implication à la jeunesse et puis la situation des jeunes face à l'emploi aujourd'hui?
Je peux répondre également. Justement, on en discutait un petit peu plus tôt cette semaine. Et oui, il y a aussi la question de l'emploi. Nous sommes jeunes, mais nous sommes aussi sortis de l'école. Nous avons des diplômes professionnels dans des domaines où est-ce que nous sommes prêts à nous impliquer et à travailler, en fait. Et c'est vrai que la question de l'emploi, non seulement dans le domaine des jeunes professionnels en environnement, mais c'est vrai que la question aussi devient un peu plus large, la jeunesse en général, qui veut s'impliquer à plusieurs niveaux, qui n'a pas toujours justement ces opportunités. Je crois que c'est vraiment une question d'opportunité. Et puis, en réalité, c'est très dommage. C'est dommage pour tout le monde parce que tout le monde pourrait être gagnant de cette implication des jeunes. Mais c'est vrai que les questions d'emploi et de l'employabilité des jeunes est importante. Et je crois que si je reviendrai toujours à ce commentaire, si on fait un peu plus confiance aux jeunes, pourtant, on a été formés par des professionnels, des gens qui ont de l'expérience. Donc, il faut aussi avoir confiance dans l'éducation que vous nous avez donnée. Donc, si vous avez confiance en l'éducation que vous nous avez donnée, pourquoi vous ne nous feriez pas confiance pour faire le travail, justement, et nous mettre à l'emploi? On est prêts. Voilà, ça balance tout simplement. Vilma, I would like to hear you on that. Water, climate, and jobs, but jobs for the youth, and how you shift from participation and then afterwards to gain some kind of economic sustainability for your livelihood afterwards. Like the connections. How do you, for youth, what are your expectations in terms of jobs afterwards? In 1 minute, thank you. In 1 minute. In Central America, we work with a network of young people, and that he wants to participate in water management to be better for Central America. It's a problem more important to resolve, and I think this network made different things, but the most important thing that I think that he made is promote the participation of youngs in space to decisions, because we can make many things on a community level, but we need to, as youngs, be in a space of decision, and a space of activism, like citizen participation, like be on mayors or congresses or anything. But I think propose about this expertise or these abilities and things. I think the young is the most important, being in a space of decision and different subjects. 1 minute chrono, c'est super, parfait. Merci beaucoup pour cette réflexion, Vilma, sur l'engagement des jeunes. Je voulais vous remercier tous d'être venus à notre présentation de ce projet Un Pari pour l'eau. N'hésitez pas encore une fois à aller en ligne pour le télécharger. Tu peux peut-être montrer la carte, Antoine, de l'autre côté peut-être, parce qu'un QR code se ressemble à tout autre QR code. Pour télécharger directement, on pourra vous en remettre également aux personnes de la salle qui sont intéressées. Et vous aurez accès non seulement à la version française originale, mais la version également espagnole et la version anglophone pour pouvoir continuer à promouvoir cette belle initiative de la jeunesse pour l'eau et le climat. Merci à tous.